J'ai travaillé sur la question des jeux vidéo, enfin je travaille sur la question des jeux vidéo depuis une dizaine d'années. J'ai publié en 2011 un bouquin qui s'appelait Philosophie des jeux vidéo. J'ai travaillé sur le jeu parce que je suis joueur. Voilà. Donc il y a cette dimension d'auto-analyse. Et après c'est arrivé de façon très concrète par l'enseignement pour moi, parce que je travaillais sur la question du cinéma avec mes étudiants. J'ai découvert les premiers travaux sur les jeux vidéo à ce moment-là. Et j'ai cherché à comprendre ce que ça faisait que de jouer. Donc ça a commencé par là. Voilà. J'ai l'impression de moins en moins, c'est-à-dire qu'on vit un moment de transformation. Et alors ce qui se passe à l'université se passe aussi ailleurs, c'est-à-dire ça se passe au musée, ça se passe dans les festivals. On vit un moment de mise en culture des jeux vidéo et où la culture vidéoludique commence à être reconnue. Alors ça tombe pas du ciel, c'est parce qu'il y a un paquet d'acteurs qui s'occupent de ça. Voilà. Moi je prends toujours le parallèle avec l'histoire du cinéma, il faut plus de 50 ans pour que le cinéma soit reconnu comme quelque chose d'intéressant et qui peut aussi intéresser les universitaires. Bon, on est dans les mêmes eaux pour le jeu vidéo. Alors, manifestement, il y a des effets de génération, quoi. Il faut que quelques générations passent pour qu'on ait le droit de s'intéresser à des objets pareils. Alors j'ai l'impression que sur la question ludique, il y a une montée en puissance des recherches dans le champ francophone, et alors qui est largement due aux collègues suisses et belges en particulier, qui sont extrêmement actifs et qui ont eu la possibilité de monter des labos et de travailler sur le jeu, qui produisent des choses formidables alors dans des directions différentes. Enfin, je veux dire, à Liège, qui est un des gros centres d'études sur le jeu vidéo, ils sont très nombreux, et ils ont beaucoup de gens qui viennent des théories littéraires et qui renouvellent les outils de l'analyse littéraire sur les jeux vidéo, donc ça c'est quelque chose de pionnier et de remarquable. Les collègues en Suisse, à Lausanne, eh bien, on va avoir par exemple Yannick Rochat qui est mathématicien et qui travaille sur les questions aussi de code, de hardware ou de software, et qui travaille sur la dimension technique des jeux, et ça c'est quelque chose de nouveau. Voilà. Et en France, on a les deux grands lieux historiques qui sont Paris 13 Experis, où il y a le gros labo de sciences du jeu, mais aussi à l'université de Lorraine, Sébastien Janvaux, qui a un labo spécifique sur le jeu. Donc oui, il y a de plus en plus de doctorants. Et aujourd'hui, on a parlé des philosophes qui travaillent sur les jeux vidéo, et c'est vrai que moi je vois arriver pas mal de jeunes chercheurs qui s'autorisent à traiter de cette question-là. Je trouve ça pas mal de philosopher sur des sujets qui nous intéressent et où il y a une part de connais-toi toi-même. Après tout, on peut dire que c'est un des impératifs de la connaissance philosophique, qu'elle serve aussi à une réforme de soi et à mieux se comprendre et à mieux vivre. Donc ça fonctionne encore sur l'objet. En tout cas, moi, c'était mon entrée principale. Comprendre qu'est-ce que j'avais fait toutes ces années en jouant et qu'est-ce que je pouvais faire encore. Donc cet impératif-là. Est-ce que c'est plus fun ? Franchement, pas forcément. Et c'est un des trucs amusants avec les étudiants, parce qu'ils se disent « Ah, c'est super, on va travailler sur les jeux vidéo ». Et puis, quand je leur fais passer des corpus gigantesques de centaines de jeux auxquels il faut jouer, ils demandent à partir. J'ai fait pas mal, alors je sais pas si je fais de la vulgarisation, j'ai fait beaucoup de médiation, c'est-à-dire que comme l'objet intéressait aller dans des publics, mais est-ce que c'est de la vulgarisation quand tu fais ce genre de médiation pour les jeux vidéo? Tu parles souvent à des gens qui sont extrêmement experts par un autre côté, c'est-à-dire qu'ils vont être engagés dans des pratiques de rétro gaming, toutes ces pratiques de connaissance de l'objet, alors qu'ils sont des savoirs de fans, qui ne sont pas des savoirs académiques, qui ne sont pas constitués sur le même modèle. Mais moi j'ai toujours beaucoup insisté dans mon propre travail sur pas forcément la continuité entre ces savoirs académiques et les savoirs de fans. On n'a pas les mêmes genres de procédures, pas les mêmes régimes de preuves, mais si on n'avait pas eu toute cette accumulation d'érudition par les joueurs eux-mêmes, une bonne partie de la recherche sur les jeux vidéo serait impossible. Voilà, donc pourquoi je dirais pas vulgarisation dans ce cas-là. Pourquoi est-ce que je joue là tout à l'heure avant de venir, j'ai joué à Bloodborne et j'ai balancé ma manette contre la fenêtre tellement ça m'a gonflé. Voilà, Sekiro, je vais laisser tomber vu ma difficulté sur ce Bloodborne, et en plus le boss qui m'a tapé 40 fois depuis hier soir. Je suis allé voir un tuto sur internet, il y avait marqué c'est le boss le plus facile du jeu. J'ai 3 heures pour répondre. Alors, j'ai travaillé sur cette question-là, c'est-à-dire que je fais partie d'une tradition de recherche sur les jeux vidéo qui ne les considère pas comme singuliers et spécifiques parce qu'il y aurait la machine informatique et que ce serait une coupure avec tout le reste du monde ludique. Donc on a beaucoup travaillé sur les continuités. Il y a beaucoup de formes de jeux, d'ailleurs, jeux vidéo qui ont des continuités avec les formes de jeux traditionnelles. Les Sims, il y a quelque chose de la maison de poupée, Minecraft, il y a quelque chose des Lego et des jeux de construction. Donc c'est intéressant de travailler sur les formes de continuité entre les expériences. Après, dans mon boulot, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment avec les étudiants, j'ai beaucoup travaillé sur cette question-là. Est-ce que les jeux vidéo inventent des manières spécifiques de jouer par rapport aux jeux traditionnels? Et c'est plutôt la thèse que je soutiens. Quelque chose s'invente
justement dans le rapport à la machine informatique, dans le rapport à la simulation. C'est-à-dire des formes de jeux autres vont être transformées par l'arrivée du numérique. Alors une Bingo conférence, c'est une conférence jouée dans laquelle on tire des extraits de jeux, de films et on les commente en live. Donc il y a une part de hasard, on met de l'aléa, qui est un principe ludique. Et puis les gens ont une grille comme dans un loto bingo et donc on peut jouer ensemble. Et quand on a inventé ce format de conférence, on l'a fait avec Alexis Blanchet et Karine Debache, c'était notre première bingo conférence au Forum des images. Il y avait vraiment cette idée de pouvoir se surprendre, de devoir improviser, aussi inventer, alors sur des objets qu'on connaît très bien, mais aussi de se mettre à égalité avec le public. Le jeu, ça fabrique toujours de la camaraderie. On a des camarades de jeu, et donc on essaye de profiter de ce que le jeu est capable de faire à une assemblée ou à une société. Ok, à bientôt, allez Dinam.